Tout à l'heure, justement, on parlait un peu d'âge. J'avais envie qu'on discute un peu. J'étais curieux de savoir, par exemple, justement, c'était quoi vos envies étant petit de métier. Genre MV, t'avais envie de faire quoi quand t'étais petit? Je crois qu'assez vite, je voulais être informaticien. Ah ouais, dès le début? Non, ouais, parce que je sais que mes cousins, eux, avaient... quand j'allais chez mon oncle, ils avaient une maison dans le 78, là, ils avaient des PC partout, genre des PC de l'époque, quoi, des 286 ou je sais plus quoi, 386 TX. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment des disquettes. Oui, c'était des disquettes à l'infini, le piratage à outrance, ouais, c'était rigolo. Et je sais pas, ouais, ça m'a passionné direct. Enfin, je savais que j'allais être déjà un geek, un nerd. Donc c'était mon focus principal assez longtemps. Et ensuite, j'étais déscolarisé assez vite. Tout est parti en couille, mais j'avais toujours gardé ça dans un coin de la tête, de bosser dans les PC. L'amour pour l'informatique. Ouais. Gigi, t'avais quoi toi comme Moi, je voulais travailler dans le jeu vidéo. À l'époque, je savais pas dans quoi, mais dans le jeu vidéo. Et du coup, je me souviens même quand j'étais un petit peu au primaire, etc. C'était l'époque où je jouais beaucoup à un jeu que j'adorais qui était Crash Team Racing, et je m'amusais même avec des copains à la récré. Tu sais, on s'inventait des circuits en disant on pourrait mettre des items ici, machin, etc. Sauf que ça restait du papier, quoi. Donc ça fonctionnait pas trop. Super, là, on se circuit. Et en fait, petit à petit, je suis monté. Ma conseillère d'orientation m'a conseillé de faire STIGE, donc sciences techniques industrielles, génie électrotechnique, tout en rapport avec le jeu vidéo. Comme souvent, il n'y avait aucune formation. Orientation, espèce en voie de disparition. Mais du coup, après, je me suis retrouvé à aller dans une école qui s'appelle Studio M, qui était un véritable scam au final à Montpellier, et je me suis mis j'avais envie de faire de l'animation 3D pour bosser soit dans l'animation de personnages, soit je me prenais à rêver pour Pixar peut-être, ou dans le jeu vidéo, okay. Et ce genre de choses. J'ai regardé beaucoup de reportages à cette époque-là, et donc ce scam m'a un peu mis mal, parce qu'on a perdu, tu vois, tes premiers pré-étudiants, tu payes 5000 balles l'année. Ah, t'avais all-in, quoi, dans limite. On avait un all-in, oui et non. Enfin, c'est juste que j'avais pas un parcours scolaire édifiant pour être accepté dans des grandes écoles. J'allais pas le faire les Gobelins, tu vois. Ouais. Donc du coup, je me suis retrouvé là-dessus. On est allé visiter, on s'est dit ok, c'est pas mal, on va voir. Et franchement, Studio M à Montpellier, d'ailleurs depuis l'école a fermé. Enfin, c'était un cauchemar. Mais ça m'a permis donc de faire des rencontres et de devenir après ce que je suis là. Et c'est vrai que j'ai appris à faire un peu d'animation et ce genre de choses. J'avais bien aimé, mais j'étais un peu perdu, quoi. Donc, mais je sais que je voulais travailler dans le jeu vidéo. Et au final, aujourd'hui, je m'y retrouve un petit peu. Il y a une calve, quoi. Donc, vous aviez déjà une grosse base de à peu près dans ce domaine où c'était pas totalement ailleurs, et ensuite vous êtes revenu là-dedans. Ben, toi, t'avais une idée précise, parce que c'est vrai que c'est rare aussi parfois. Ouais. Moi, j'ai eu plein de phases et tout, mais petit, je voulais être soit comédien, soit quand la Game Boy et la PS1, parce que moi, je suis vraiment génération Game Boy PS1 sont arrivés, je voulais être testeur de jeux vidéo. Et c'était là où il commençait il commençait à y avoir des magazines avec des rédacteurs et tout, c'est où vraiment on se disait mais c'est un vrai métier et tout, genre testeur de jeux vidéo, et puis après on pourrait être rédacteur et tout. Et on n'imaginait même pas un instant Twitch à un moment, tu sais, vraiment, tu pourras être payé et tu joues aux jeux vidéo. Marcus Level 1 qui arrive et qui lance le truc, quoi. Ça vient de me rappeler une anecdote terrible avec Julien Chies. Ah, vas-y. Que c'est-il passé, Julien? J'avais déjà raconté cette histoire il y a une éternité dans un vieux Real Talk. Et je sais pas si Julien s'en souvient. Non, c'est mignon en vrai, mais testeur de jeux vidéo, c'est quelque chose qui m'avait branché aussi. Et pareil, aussi, je me faisais des films autour des jeux vidéo auxquels je jouais. Mais ouais, testeur, ça me plaisait. Et en gros, donc moi je suis arrivé sur le net dans les balbutiements 97, enfin en France, là où ça commençait vraiment, on payait à la minute, etc., l'angoisse. Et assez vite, je faisais partie d'un cercle qui s'appelait le cercle des musiques de jeux vidéo, je sais plus comment ça s'appelait. On était 9 sites internet. Chacun ou bien avait beaucoup d'espace sur des serveurs qui étaient pas trop regardants. Moi, j'avais un contact québécois qui avait accès à un serveur d'une université américaine où il avait réussi à m'avoir 2 gigas d'espace. Ah ouais. Et je mettais de la MP3 de jeux vidéo, de bandes son et tout. Donc, on proposait tous les sites cumulés, on proposait plein de bandes son de l'époque, de RPG, etc., de divers jeux vidéo. Et donc, j'étais là-dessus. Et à un moment, ce contact québécois me dit mais j'ai un contact français qui est intéressé justement pour faire un site autour de la musique jeux vidéo. Et ce contact, c'était un certain Gollum qui était Julien Chies en fait, et qui avait la chronique de musique sur Joypad. Joypad il y avait une double page qui parlait de bande son de jeux vidéo. Et donc en fait il s'est intéressé pour faire un site un peu voilà olé olé comme le mien, quoi. P3, j'avais l'impression de jeux vidéo, quoi. Et donc on a été vite mis en contact plus ou moins dans une conversation, et moi j'avais essayé de gratter un stage genre chez Joystick ou Joypad, ça s'est jamais fait, etc. Et puis au fur et à mesure mon contact québécois, moi j'ai arrêté de faire ce site de jeu là.
Donc c'est une anecdote à la con que j'ai ressortie quand je faisais des petites piques pour rigoler à Julien Chies. Donc je ne sais pas s'il se souvient de Gollum. de cette personnalité. Ah, Gollum, c'était son pseudo, mais peut-être qu'il se souvient de Janowski, je crois, qui était notre contact québécois. Notre contact. Et t'avais déjà ce blague, justement, je t'appelais autrement à ce moment? C'était Gollum et qui se sont rencontrés? Ça devait être Melville à l'époque, un truc du genre. Ok. Mais c'était vraiment l'époque où on connaissait pas trop la vraie identité des gens derrière. Tu sais, il y avait une force du pseudo qui était encore plus forte. Bah, sauf vraiment début d'Internet, j'en avais parlé, mais au début, quand vraiment tu payais à la minute, moi j'avais pendant 10 ans, j'ai refusé de parler à des Français et je parlais à des gens de partout dans le monde. J'aimais bien, vu que j'étais bilingue en plus, et c'était facile entre guillemets. Et moi, je trouvais ça génial de vraiment parler à des gens qui viennent d'horizons différents. J'avais pas de thunes, j'avais pas voyagé, donc c'était rigolo. Et vu que on payait à la minute et que tout le monde pouvait pas être connecté en même temps, bah du coup tu connaissais un peu aussi les gens, leur famille et leur histoire, parce que si on n'arrivait pas à se capter en ligne, on s'envoyait genre des cartes postales, des enveloppes avec des photos et tout. Et donc, tu as fait un délire correspondance via le chatroom internet plus courrier. C'était assez rigolo. Donc je connaissais une famille néo-zélandaise et je connaissais tous les cousins de machin. Trop bien. J'avais des contacts sous les hérissons là. Que j'ai pas rencontré, mais par contre j'avais des Européens, des Américains. Une manière de voyager quoi. Qui, quand elles transitaient ou quand elles venaient en France, bah je les voyais, etc. Inversement. Quand je suis allé au States, j'ai rencontré des milliards de personnes avec qui j'ai discuté sur Internet. Oh, c'est trop cool, ouais. T'as voulu rencontrer des gens via ce biais quoi. Ouais. Et toi, Péa, tu me l'as raconté dans Insomnie, ce que tu voulais faire quand t'étais gamin. Moi, je voulais être chef éboueur. Bon, Chef éboueur. Chef éboueur. Non, c'était le Playmobil. Petit camion poubelle. J'avais raconté ça et j'aime bien les jeux de gestion, tu vois. Donc j'étais en mode. Mais chef, je suis pas dans la voiture. Je suis pas dans la voiture. J'envoie la. T'aurais dû faire GTRP. T'aurais tenu la boîte des éboueurs avec nous. On va pas rigoler. J'avais pas d'idée. T'aurais réalisé ton plus bas. Tu me le dis maintenant. Sur un plateau. Oh là là. Merde. Prochaine aventure. Mais ouais, non, ça me hypait. Après, ouais, j'ai eu tous les trucs un peu footballeur, astronaute, etc. Mais chef éboueur. Ah ouais, t'as vu astronaute? Ah ouais. Non, en vrai, non, pardon. C'est pour Thomas, désolé. J'ai pensé à Thomas, mais j'ai peut-être eu le délire, tu vois, de me dire, vas-y. Pourquoi pas? Vous avez eu un énorme coup de clim ou genre, c'est vraiment un échec justement qui a fait que ça a dû, vous avez dû pivoter, vous avez dû changer, vous vouliez vraiment faire quelque chose, ça n'a pas été possible. Toi, Gigi, j'imagine que on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que le moment où du coup, bon bah tu peux pas faire Gobelin, tu vas à Studio M, tu te dis putain, je vais peut-être pouvoir creuser, creuser dans ma voix et d'un coup tu te rends compte que c'est un scam, c'est quand même technique. Comment t'as rebondi quoi? Le truc de Studio M, qui a été catastrophique. En plus, savoir que mes parents ils sont dans la classe moyenne quoi, mais ils s'étaient un peu saignés pour que je puisse être à côté de l'école à Montpellier. Donc ça a été vraiment cauchemardesque cette année en termes de finances et tout. Et mes parents ils étaient au bout du rouleau. Et ma mère m'a dit c'est hors de question que tu restes là-bas quoi. Faut que tu reviennes. Et donc après moi j'ai toujours été passionné des langues et de l'Asie et je voulais faire du japonais. Sauf que le japonais c'était plutôt côté Toulouse et c'était un peu trop cher. Donc je me suis dirigé vers Montpellier et je me dis pourquoi pas aller tentons le chinois. Et donc j'ai commencé à faire une année LEA anglais-chinois. Okay. L'anglais m'a vite saoulé donc je suis parti en LLCER chinois et j'étais plutôt bon, ça se passait bien dans ma promo, ça franchement j'étais très bien et arrivé un peu le League of Legends en fait. Moi c'est en gros le tournant de ma vie, ça a été League of Legends. Un pote qui me dit putain tu connais pas, ça vient du mode Dota et tout, ils ont fait un truc, les mecs se sont barrés, Fiddlestick et tout à l'époque. Et donc c'est quoi ça, c'est 2011, 2012? Ça c'est 2011, 2010-2011 à peu près et donc il me montre ça et je me souviens exactement, j'étais en train de faire un petit boulot qu'on a peut-être sûrement tous fait quand on était étudiant pour arrondir un peu ses fins de mois, enfin pour les créer juste parce qu'il n'y a pas d'arrondissement en fait. C'était distribuer des tracts à la sortie des universités et du coup il me fait découvrir League of Legends et j'étais la dinguerie etc. Et en fait je fais une année où je fais tous les jours le trajet de Lézignan-Corbière à Montpellier, donc globalement je me lève à 6h du matin pour arriver commencer les cours à 8h30 9h tu vois, avec mon père qui me dépose à Narbonne, enfin c'était un peu la mission et je faisais ça tous les jours quoi, tous les jours et l'année d'après vu que ça fonctionnait bien dans ma promo, mes parents étaient un peu plus souples et ils m'ont dit tiens on va te prendre un appart avec ma femme actuelle, donc ma copine de l'époque quoi. Et donc on a aménagé un petit appart etc. Et elle bossait, moi j'étudiais et League of Legends toujours cette idée et toujours la recherche parce que moi c'était une époque où on n'avait vraiment pas une thune donc on mangeait au resto du cœur donc on allait récupérer, on avait nos systèmes de tickets etc. machin, on y allait avec nos petites cabas et je me suis dit tiens pourquoi pas créer un site de tournois d'organisation de tournois de League of Legends
Et à l'époque, personne ne le faisait. C'était sur du 3v3. C'était pas un mode un peu oublié. Et grand entrepreneur que je suis, je t'en dis, putain, est-ce que je créerais pas des tournois gratuits, des tournois payants avec des codes Allopass? Parce qu'à l'époque, gros, ça avait moi, tout mon forfait mobile, il passait dans des skins League of Legends, code Allopass. L'ancien. On peut le dire. Dofus, exactement. Et du coup, j'ai créé ça. Et puis Eclipsia s'est monté. Et voilà, de fil en aiguille, moi, je suis allé un peu au culot en mode, bah les gars, je fais ça. Je viens de lancer mon site. J'ai quelques audiences. À l'époque, mes pics de viewers, j'étais à 66 viewers. C'était la folie. J'étais très très heureux. Enfin, vraiment, je découvrais ce milieu-là. En plus, mon PC était pas assez puissant pour jouer à League of Legends. Donc, je pouvais qu'en commenter. Okay. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Ensuite, j'ai rejoint Eclipsia. Je suis parti. Puis après, j'ai beaucoup bossé, notamment quand on a rejoint à Bruges, donc à Bordeaux. Où je faisais début 6 jours sur 7, je faisais 90 heures live semaine, c'était la grande époque. C'était le moment où il y a une mini opportunité de peut-être en faire quelque chose qui va plus loin. J'ai foncé, j'ai converti, alors que je me souviens que du côté de ma famille, c'est en mode oh mais gros, qu'est-ce que tu fais? T'es trop chaud en chinois, tu prends le quoi? Non, mais vraiment, moi, on s'en fout de tes Blitz Club. Mes beaux-parents, mes Blitzcrank, je m'en branle les couilles. Vraiment, c'est à chier. Reste là, tu peux devenir traducteur, tu vas bosser à l'ambassade. Oui, dans leur tête, j'étais en mode let's go. J'allais devenir le meilleur pote de Mao, tu vois. Mais j'ai dit non, j'ai plutôt envie jeux vidéo. Pas mal. Donc ça m'a un peu stressé. Et j'aurais prouvé que c'était viable et enfin, il faut le dire quand même, parce qu'à cette époque-là, c'était le seul qui avait les couilles de faire ça et de salarier des gens. C'était Rurk, parce que ça n'existait pas ce métier. Et ce mec-là, ça a été quand même le premier à avoir apporté des contrats, une sécurité, ce qui fait que Julien T, comme on l'appelle dans la crypto en ce moment. et du coup, il m'a un peu lancé aussi là-dessus. Et c'est pour ça que je suis très reconnaissant d'avoir de te stabiliser, etc., d'avoir un job, même j'imagine pour ton entourage aussi, de pas se dire c'est juste toi en solo. Je suis parti et en plus il m'avait proposé à l'époque, c'était l'équivalent de 2000 € par mois. Mais quand tu manges au resto du cœur et que t'as pas une thune, 1000 € par mois, je suis oh les gars, je suis bigué. Pour un truc que t'aimes en plus, et quoi. Et ouf, c'est truc passion. Donc je me suis démerdé, je suis parti là-bas, j'ai trouvé un appart, on a fait toutes ces démarches, etc. Ma femme m'a fait confiance aussi parce que faut le dire, tu vois, à l'époque c'est elle qui bossait, elle faisait des petits boulots, etc. Elle m'a suivi, puis elle a retrouvé du travail à côté, puis l'aventure après a évolué jusqu'en Angleterre. On a créé ce que c'était. L'échec Studio M au final plutôt bien tourné. Qui m'est bien à ce niveau-là, mais très très heureux parce que ça rejoint un petit peu le délire de moi à cette époque-là, je regardais beaucoup Chips et Noix parce que en fait j'ai regardé, je disais oh putain j'aimerais faire ça, j'aimerais commenter du League of Legends, du Smash Bros à l'époque et tout ça. Et puis ça rejoignait le fait que j'ai toujours voulu travailler en rapport avec le jeu vidéo et ça matchait très bien. Et puis moi j'avais ce côté, j'aime bien parler, rigoler, faire des vannes et tout ça, parce que j'ai jamais été très fort, tu vois, un niveau correct de gamer, on va dire lambda, mais juste de la vanne et puis passer un bon moment avec les copains. C'est beau. Et voilà. C'est beau, Gigi. Vous avez eu vous justement le côté parce que parfois là t'as réussi à en tourner quelque chose de positif. Il y a des moments où t'arrives un énorme échec et tu t'es juste obligé d'accuser le coup et soit totalement fermer cette voie, partir dans autre chose. MV, t'as eu ce genre de truc? Moi j'ai déjà c'était la galère en tour, donc je fais plein de petits boulots divers et variés. J'ai notamment aussi fait beaucoup d'animation avec les enfants, ce qui m'avait permis un peu d'arrêter d'être un misanthrope et de m'ouvrir un peu plus au monde à nouveau et d'avoir un peu d'espoir. Mais c'était cool. Mais en parallèle de tout ça, j'avais quand même, en même temps que j'ai découvert Internet et que je suis allé dessus, j'étais passionné de jeux vidéo et de musique, donc j'avais ce site, etc. Et j'ai commencé à faire de la MAO, donc je fais de la musique depuis 98. Et vers 2002, en fait, j'ai commencé à avoir pas mal d'opportunités dans ce milieu-là. Donc j'ai fait du sound design et de la musique de jeux vidéo pour une quarantaine de projets, des petits trucs, des jeux mobiles, des portages web, PC, GBA, DS, etc. Et donc ça marchait pas mal et je complétais les périodes de disette entre guillemets avec des boulots divers. Ensuite j'ai la chance et la malchance que on me laissait faire parce que j'avais été un enfant difficile, donc c'était en mode il vit son truc, il fait son truc, il est compliqué, on t'ancrera jusqu'à la fin. Et il y a un moment par contre où j'ai une grosse déception, etc. Et j'ai perdu tous mes contacts musicaux du jour au lendemain. Et la musique, comme beaucoup de milieux artistiques, c'est énormément de contacts. Et quand tu perds ton carnet d'adresses, que tu as déçu une ou deux personnes qui propagent le mot, tu fais des trucs mais que pour toi, avec plus de boulot du jour au lendemain. Donc à cette période-là, j'étais un peu en dilettante, je prenais soin de moi, sport et compagnie, et je continuais les petits boulots en n'ayant plus vraiment d'ambition, en me disant peut-être la musique ça repartira un jour, mais je me disais je vais faire un job lambda comme tout le monde, et puis peut-être que je rebondirai, j'aurai une opportunité à un autre moment, mais les ambitions étaient un peu mortes. Entre guillemets. Et t'arrivais quand même justement, parce que c'est vrai que quand t'es dans ce moment très creux, pour relancer la dynamique, là maintenant t'as du recul, donc du coup c'est plus facile de se dire trouver quelque chose. Il faut quand même. Là c'était passé par le sport justement, c'est la période où je perds 40 kilos en un an, et que je commence à faire du sport. Ça te relance quoi. Voilà, faut trouver un autre échappatoire que quand justement le professionnel se casse la gueule, parce qu'il faut bien rebondir avec quelque chose, faut s'accrocher à un truc. Ça dure combien de temps la période de flou comme ça?
Période de flou, 30 ans. Non. Il est toujours là. Il voit rien. Le moment où la musique se casse la gueule et c'est ce truc-là, ouais, c'est on va dire 2 ans et quelques. Ouais. Mais c'est la période où justement je découvre un petit peu le monde du jeu vidéo casté. Et notamment, tu parlais de Chips et Noix. Moi, oui, il y a eu le groupe un peu rigolo, justement, Chips Noix et Confétude. Mais moi, c'était surtout Ken Bogard parce que je me suis lancé sur Street Fighter. Et Ken Bogard, en fait, c'est lui qui fait que je me lance et que je commence à commenter du speedrun. Parce que je trouvais ça rigolo. J'ai ces tics de langage au début et tout, super marrant. Et donc, j'ai fait ça comme c'est là que je dis que j'ai eu de la chance. C'est-à-dire, mon beat branleur, le premier qui était musicien, a été mon boulot longtemps et commence à le redevenir. J'ai pas mal d'opportunités. Mais mon deuxième, qui a été ça, c'est je me suis lancé, je faisais ça et j'étais aspiré dans le truc. Je faisais du cast, je parlais à des gens en privé sur le site et je commençais à 2, 3, 5 viewers, 10, 20, etc. Et donc ça m'a aspiré et je me suis dit, quand j'ai commencé à voir, les premiers nano-tunes arriver et que les gens, ça les plaisait, que ça les faisait rire et que moi, ça me faisait rire et que c'était un peu la même thérapie que quand je voyais mes potes et que je les faisais marrer sur le canapé, c'était ça être Mr. MB, tu vois, juste être marrant et faire rire des gens, tout avec un jeu vidéo en face, tu vois. Et donc finalement, j'ai quand même beaucoup plus bossé au début que maintenant, ce que je trouve, parce que c'était à l'époque... Même pour commenter un speedrun qui durait 30 minutes avec 10 viewers, j'annotais pendant 7 heures avant et je montais une vidéo de présentation du jeu avec les contrôles, l'historique du jeu, du speedrun. Ça me prenait 15 ans de prépa pour 20 viewers. Mais, ils étaient max, c'était une diffusion privée. C'était Gucci, cast privé. Et là, justement, c'est entre guillemets le déclic rêve de gamin qui revient un peu et je me dis, vas-y. La bouée, tu t'y accroches et derrière, c'est justement une occasion. J'ai continué à faire de la débrouille financière tant que j'avais pas rentré un SMIC avec l'activité, donc c'est quand même... C'est quoi ça, c'est 2008, 9 Non, c'est 2011, je crois, 2010-2011. Et ma chaîne Twitch est février 2012, tu vois. Okay. En fait, ensuite Twitch, j'en ai pas vécu tout de suite, mais il y a eu les opportunités, tu vois, à la fin du premier site où on était, Ken Bogard et Ken Bogard, Atomium, Big B, etc., recherchaient une case... speedrun pour gaming et je me retrouve à caster du speedrun juste avant les LCS de Chips et Noix et donc ça a gros coup d'accélérateur du coup, etc. Et bon, au bout de 2-3 ans je commence à en retirer presque un SMIC, puis c'est bon parce qu'il y a Gaming Live, après ZTV, il y a Gaming Live qui arrive et je suis ça là, on me salarie. Ouais, au fur et à mesure, les opportunités, tu t'es découvert aussi. Donc ouais, ça se fait, mais ça s'appelait comment Indéfini Non. Il y avait Indéfinitivement, oui, c'est ça, la reprise de la bande batterie. C'est comme ça que je t'avais découvert justement. Je regardais aussi sur gaming, au gaming et juste avant il y avait MV. J'étais en mode qui est cette personne? Pourquoi en train de faire des parodies tes chansons à la Nouvelle Star et tout machin. Ah oui, c'était et ça, genre le nouveau jeu fini à la pisse. Ça me fusillait, gros. C'était trop bien. C'était l'OVNI, surtout qu'à l'époque c'était beaucoup de League of Legends. Du coup, il y avait un peu la communauté speedrun, mais très musique de la vanne et je trollais beaucoup tout le milieu de Web TV. Le fameux Rurk d'ailleurs. Tout le monde prenait sa part. J'écoutais, il est bon lui. Il fume là. Ouais, donc au fur et à mesure, t'as réussi à développer le truc, mais c'est vrai qu'il y a du similaire justement dans ce côté déjà où, vous vouliez le faire depuis le début. Et vous avez réussi à vous y accrocher. Ouais, c'est ça. Après, c'est beaucoup ça. C'est vrai que dans le streaming, le moment où tu crées tes métiers aussi, t'as pas trop le choix. Voilà, on grind, mais on était pionniers aussi un peu. Donc, ce qui a facilité aussi. La barrière d'entrée était moins violente. On est d'accord. C'est ça. Ben, t'as eu ce truc, toi, justement, parce que là, comme tu nous disais. D'échecs un peu. Ouais, vraiment d'échecs, de moments où. T'as subi l'échec un peu, toi? Tu connais ce goût ou pas? Je connais bien, mais moi, ça me passionne l'échec parce que je crois que c'est tous les échecs qui ont fait des rebondissements énormes dans ma vie et qui m'ont mis des petites claques de maintenant t'arrêtes dans ton confort et tu fais autre chose, quoi. Donc déjà quand tu viens d'un village, l'échec c'est l'entièreté de ta vie, tu sais, tu t'ennuies toute la journée, mais en vrai je pense que toutes les idées, toutes les conneries et en même temps tous les trucs un peu créatifs qu'on a fait, c'est grâce à ça. Et moi je crois que le plus gros échec que j'ai eu, enfin moi c'est une succession d'échecs que j'ai eu. Il y a 3 ans j'arrive à Paris, je quitte mon taf, donc j'arrive de Caen et j'arrive à Paris en me disant j'ai 10 000 abonnés, je me dis vas-y là j'ai 1 an d'économie, j'ai un peu moins d'un SMIC pour vivre à Paris, je me dis bon vas-y on le tente. Et donc je me retrouve à un petit truc vraiment, je vis dans une cave et tout et je me dis vas-y là j'ai 1 an pour vivre de ma chaîne. Bon le pari était un peu ouf tu vois, mais je me dis vas-y on va vraiment le faire. Et je me dis vas-y je cherche des concepts et là je trouve un concept où je me dis ouais quand j'étais gamin j'avais un Tipeee
Et je me dis on pourrait faire des interviews dans un Tipeee, c'est trop bien, parce qu'à chaque fois je me dis comment recréer un peu une ambiance, avoir des invités qu'on découvre différemment, exactement. Ouais, ça. Petit Tipeee, boum. Je me dis vas-y Tipeee, c'est cool, on parle de l'enfance et tout. Des desserts. Un buffalo. C'est ça. Et donc là mais moi ils sont comptés parce que là j'ai genre 12 mois pour vraiment vivre de ma chaîne, et sinon après c'est terminé, j'abandonne et tout quoi. Et donc je mets quand même 1 mois et demi à développer le truc, trouver des partenaires, des potentiels invités et tout. Je trouve quand même des placements et tout. Je me dis vas-y on lance le truc. Et à 2 semaines du lancement, j'ouvre Instagram et je vois une story de Monsieur Poulpe qui dit oh là là, cette séquence dans le Tipeee, c'était la meilleure de ma life. Et il est avec McFly Carlito dans un Tipeee, et en fait il avait crac à l'époque, et il avait fait une séquence dans un Tipeee. Alors pas de, c'était pas l'époque. Il a une chance sur ouais. C'est ça. Et là moi je suis comme ça, et ça fait 1 mois et demi, et je me dis c'est le truc. Il avait all-in le Tipeee. Il était prêt. Ok, un igloo. Il reste quoi de dispo? Oh non, horrible. Tu sais, je faisais un repas sur 2 et tout. J'étais en mode vraiment. Et pour moi, c'était le truc trop bien. Donc je me dis ok, horrible. Et là, je fais 2 semaines d'insomnie énorme. Je ne dors pas. Je remets ma vie en question. Et en plus, le manque d'énergie, parce que dès que t'es abattu quoi. Là pour le coup. Et tu sais, tu peux pas. Il y a souvent le truc de dire vas-y relève-toi et tout. Quand t'as un échec, d'abord chiale un peu, vas-y bouffe de la merde et tout, tu vois, juste fais rien. Et donc je fais des insomnies de ouf, et je réfléchis, je fais le point sur ma vie et tout, et à un moment je me dis vas-y, mais en fait ce que je suis en train de faire là, je vais le faire en émission. Je suis dans mon lit là, et je me suis rappelé quand on était gamin, tu sais le fameux truc, t'as des potes, puis t'éteins, et c'est vrai, tu vous dormez, et en fait t'arrives pas à dormir. Tu discutes avec tes potes de tout et tout. Et le lendemain j'ai JQ, donc là on est sur un premier échec, mais je me dis je transforme l'échec. Il y a JQ qui me contacte, vraiment le lendemain, j'ai l'idée, j'ai dormi 1h30, JQ me contacte, me dit est-ce qu'on peut se rencontrer et tout. Donc on se rencontre, il dit est-ce que t'as une idée d'émission? Moi je fais genre j'ai planché dessus de ouf depuis des mois, je fais j'ai un truc, ça s'appelle, et donc là je me dis vas-y on va l'appeler Insomnie, je dis vas-y ça s'appelle Interview Insomnie, je dis vas-y ça s'appelle Interview Insomnie, ça vous dit? Ils disent ok on finance un pilote. Oh là là, je me dis allez la thune elle va rentrer. Et surtout je me dis potentiellement là ils lançaient leur chaîne YouTube, donc je me dis vas-y nouvelle masculinité et tout, trop bien. Et là je vous dis TikTok. Monsieur Poulpe avec ses filles j'aurais été fou. Laissez-moi y croire. Ça Poulpe quand même. Non mais du coup je me dis trop bien, je contacte Baptiste Le Caplin sur Instagram, je me dis trop bien on fait un pilote avec lui. Le mec me répond direct, il dit vas-y je suis trop chaud et tout. Je prends une équipe. Tu le connais pas? Non, je connais pas, il me répond à l'époque. Lui, il a all-in, à chaque fois. Toi, t'as tenté des trucs, quoi. Ma vie entière, c'est du all-in. Et du coup, je me dis, vas-y, je trouve un studio, je monte une équipe technique, j'ai une mini enveloppe et je paye tout le monde. Et du coup, le matin, on arrive, on monte le truc, on avait trop réfléchi parce que c'était déjà un top shot, la caméra au-dessus du lit, mais on réfléchit, il nous faut un pied hydraulique, on sait pas quoi faire et tout. On trouve toutes les solutions. Et donc, j'ai mon équipe technique qui est là, on a tout le setup qui est prêt, je dis, putain, sacrée journée. Et je reçois un petit message de l'attaché de presse de Baptiste Le Caplin qui me dit en fait il est bloqué dans les Alpes ou je sais pas quoi par la neige, il pourra pas venir. Pas le droit de rêver. Là je me dis j'ai quand même payé le studio, l'équipe technique et tout, donc ça veut dire que ça va être de ma poche, et en plus j'ai rien à livrer à JQ. J'envoie un petit message à JQ en mode je sais que c'est un magazine masculin, est-ce que vous acceptez une meuf? Ils disent ouais vas-y on le fait. J'envoie un message à Amy LTR qui m'avait envoyé un message genre 3 jours avant en disant ce serait cool, on fait une interview, c'est toi qui m'interview et on le fait sur ma chaîne. Je lui dis vas-y viens, on fait les 2 interviews, tu me dépannes là-dessus et je te dépanne dessus quoi. Elle arrive, elle dit vas-y ok, donc trop bien, merci. Déjà c'est Gary à l'infini. Elle arrive, mais entre temps nous on avait le studio de 9h à 17h. Elle arrive à 15h du coup, donc on a que quelques heures pour aller vite, tourner le truc, où moi je savais même pas où j'allais quoi, c'était un truc un peu ovni, et après changer le setup rapidement, refaire un autre setup qu'on allait improviser pour faire l'interview d'Amy et tout. Et t'avais 2 heures pour faire ça? J'avais 2 heures pour faire ça. Je dis vas-y on le tente, on le fait, donc on l'a fait. Je livre le truc. Plus d'électricité. Non, là, on commence. Mais du coup, tu vois, à chaque fois, je me dis, vas-y, là, je commence à fatiguer un peu. Et du coup, on le fait, je le livre à JQ dit, ouais, trop bien, mais du coup, on fait quelques modifs, donc il me repaye pour faire des modifs et tout. Je dis, vas-y, trop bien. Il me dit, vas-y, réfléchis à 10 nouveaux invités. Et là, je me dis, vas-y, là, je me reprends 3-4 mois pour essayer de revivre de ma chaîne et tout, c'est trop bien. Ghostage pendant 2 semaines. Là, ça sent pas bon. Les montagnes russes, horrible. Et du coup, je me dis je sais pas quoi faire, donc je les relance, et finalement, j'arrive à je sais plus, je crois que je l'ai croisé par hasard en plus. Attrapé. Comme ça, en sortant de l'ascenseur. Et il me dit non, mais finalement, c'est mort, on va faire que des contenus un peu à l'américaine, JQ, on va pas prendre de risque sur des contenus français. En plus, finalement, on n'y croit plus. En mode, ok. Je me dis pareil, la nouvelle échec. C'est dur là, c'est. Parce que là, je sais plus, on a pas compté, mais. En tout. Voilà, là, t'es quoi là avec le ghosting, tu te fais perdre du temps, quoi. C'est horrible et tout. Dans ton année là que tu t'étais donné, il y a déjà 4-5 mois de. Ah, mais déjà, il y a 2 semaines là. Il y a 3 mois et demi de passé déjà, tu vois. Je dis, vas-y, c'est horrible. Et je me dis, bon, j'ai un pilote.
Alors à chaque fois, je mets quand même une bonne semaine à rebondir à chaque fois. Hein. Tu sais, je suis toujours en mode bon. Okay, logique mort, en même temps quand t'enchaînes coup dur sur coup dur. Mais je me dis, j'ai quand même un pilote qui est financé. J'ai gardé les droits dessus. Je me dis, vas-y, je le propose à France TV Slash. France TV Slash me dit, ok, on le passe en commission. Donc vous allez attendre 1 mois. Je dis, ouais. Allez, démarre. Le temps est compté, vraiment. 1 mois là, ça va être. Comment je fais? La commission, ils le refusent. Ils disent, ouais, c'est un ovni, on sait pas trop ce que c'est, on comprend pas ton truc, on n'en veut pas. C'est de la discussion dans un lit, c'est sympa quand même. Les mecs, et donc du coup je me dis bon bah à l'époque là j'avais 30 000 abonnés, j'étais un peu monté et tout, je me dis bon vas-y je le poste sur ma chaîne. Ça fait 300 000 vues en une semaine. Ah ouais. Petit coup de téléphone de France TV Slash. Je me dis, on y croit. On a compris. On y croyait de ouf. D'ailleurs si t'as d'autres formats n'hésite pas. Et donc je signe 5 pilotes de Insomnie. Et en fait, c'est ce qui me redonne un sursis de 4-5 mois. Et dans la foulée, je lance Entre Mecs. Okay. Du coup, je deviens. C'est le truc qui t'a fait exploser aussi, quoi. Et le truc me fait exploser. Et là, c'était il y a 3 ans. Et on passe de 40 000 à aujourd'hui 400 000 abonnés, quoi. Putain. Mais du coup, il y a eu dans juste. T'étais sur le fil, quoi. Ah ouais, non, mais en fait, intense, tout est sur le fil tout le temps. Mais même, c'est passionnant de savoir les choix, tu sais. Des fois, tu fais un choix, je sais pas si vous arrivez facilement à faire des choix ou pas. Mais des fois, tu te dis, ah putain, ce choix, il peut changer ma life. Ouais, vraiment. Bah, c'est oui en vrai. On te dit, tu veux quitter tes études pour venir à Bordeaux, faire le Guignol. C'est oui, non, quoi. T'es en mode, si je dis non, c'est. T'es vraiment en réflexion. Ouais, c'est pas évident, quoi. Donc, ouais, c'est un peu des all-in, mais c'est impressionnant. Parce que là, tu vois, il y a eu justement que des bons moves où finalement, c'est les parcours, ça s'est bien passé, etc. Justement, le choix où, tu vois, Gigi, comme tu dis, il y a le moment de Bordeaux où tu te dis, est-ce que je vais faire Eclipsia et donc, du coup, commencer à vivre du streaming? T'y vas, ça se passe bien. Est-ce qu'il y a des choix où, par exemple, des propositions où tu te dis, ah putain, merde, j'aurais dû y aller, ce genre de truc, ou va savoir non, c'est possible que. Moi, à court terme, il y a des trucs que j'ai regrettés. Bravo, les gars. Propre. Non, moi, à court terme, il y a des trucs où j'ai fait, vas-y, pourquoi j'ai accepté ce truc-là, tu vois, c'est chiant et tout. Mais par contre, en fait, dès que t'as un peu de recul, en regardant tout mon parcours, j'ai vu que même des mini-choix, et qui paraissaient être des échecs ou qui m'ont fait aller plus loin que mon objectif et tout, ça m'a toujours ramené, en fait, c'est ce qui fait là où j'en suis aujourd'hui, c'est ça, j'allais dire. En fait, c'est dans le négatif que tu as trouvé du positif aussi, quelque part. Et pas pour faire le gars, mais je trouve que j'ai fait les bons choix parce que ma vie me plaît actuellement et je suis heureux. En fait, c'est tout con, mais je suis heureux et du coup, j'ai pas de mauvais choix. Enfin, on fait tous des mauvais choix à un certain moment, tu vois, mais j'ai rien je dis c'est une catastrophe et vraiment, si c'était à refaire, je ne le referai pas. J'en ai pas, tu vois. En plus, ce serait un peu craché dans la soupe aussi, tu vois. Je vais pas dire, Eclipsia, ça m'a permis d'être aujourd'hui. Quand je suis parti, parce que j'avais envie. En plus, j'ai failli retourner chez Eclipsia, parce qu'il faut savoir qu'avant d'être chez le stream, j'avais une contre-propale de monsieur Dacier, qui est arrivé à la charge, évidemment, avec des contrats fabuleux, pour éviter que je rejoigne le stream et revenir chez Eclipsia. Et j'ai fait le bon choix. Ouais, t'as suivi ton idée. En fait, j'ai suivi mon premier mood, c'était, je pars sur ce projet-là. Squeezie, déjà, nous avait contacté à l'époque et ça date de 2014. Alors vous voyez que c'était parce que c'est sorti en 2017 le stream, donc voilà, ça avait fait du chemin. Donc non, on était sur la même longueur d'onde et tout ça, mais comme t'as dit, c'est vrai que c'est toutes ces successions de petits choix bons ou mauvais qui permettent d'être là où t'en es aujourd'hui. Alors si aujourd'hui ta vie est merdique, tu peux regretter des trucs. Après, c'est pas le cas. Parfois, tu peux corriger aussi la. Ouais, il y a peut-être des trucs à remettre, mais moi, pour le coup, j'avoue que je suis assez content de. J'ai beaucoup fait ça, moi, pour le coup. J'ai essayé de beaucoup, justement, je sais pas si c'était une peur de l'échec, mais où, par exemple, vie scolaire, etc., j'avais sauté 2 classes, je m'en sortais avec le bac à 10-18, etc., où juste t'es pas incroyable, t'es pas naze, t'es juste, allez, ça passe. On passe le niveau suivant, niveau suivant. Est-ce que tu regrettes ta période Bazookam, par exemple? Bah non. Faut peut-être en parler, parce que ça t'a permis d'exploser. Mais non, mais en non, mais c'est ce qui m'a permis de. Moi, j'ai commencé comme ça, ce qui m'a permis de. Ah ouais. En fait, non, mais j'ai pas commencé comme ça non plus. On a des extraits, tu c'est la seule fois. Non, en gros, en fait, je streamais du LOL. Et à l'époque, sur Code, en fait, on se retrouvait sur Bazookam. Et en fait, à un moment, je me suis dit, putain, je vais le streamer. Et à l'époque, on est en 2013, tu tombes sur des dingueries. C'est-à-dire, un coup sur 2, tu tombes, le mec, il est à poil. T'es en mode, bonsoir. Et donc, du coup, bonsoir. Je vois que vous êtes très à l'aise, monsieur. Écoutez. Et tu sais, t'as un peu ce truc de, fallait être drôle et tout. Et très vite, j'en avais fait 4-5 soirées comme ça. Donc, forcément, ça attire énormément de monde parce que c'est différent et que c'est. C'était rare et tu vois des dingueries, quoi. À l'époque, c'était Internet, très. Les périodes Omegle et tout, Omegle, tout ça. Les choses se passent. Peu de censure. C'est ça. Mais du coup, tu vois, en voyant, je me suis dit, putain, au bout d'un moment, est-ce que c'est ce que déjà j'ai envie d'être? En fait, ma mère m'avait dit, ça se passe ce que tu fais sur Internet et tout. Tu vois, j'étais en mode, putain, mais dans quelle voie je vais, tu vois? Et du coup, ça m'a fait un peu même un ressenti de, ok.
est-ce que c'est ce que je veux, tu vois, même par rapport à l'audience. Forcément, tu fais un contenu où tu passes de 200 viewers à 1000, t'es en mode peut-être faire que ça. C'est peut-être sympa ça. Ouais. Et donc ensuite c'est justement le doser, et ensuite j'avais arrêté, ça te permet de grandir et tout. Mais c'est vrai que du coup sur les vas-y bande de bâtards. C'est Oh là là, c'était mais on va se faire mal. On va tomber sur. En fait le truc c'est que je cherche ça, c'est Broken et Agony, donc ça c'est en 2013. Jure, c'est Broken. C'est Broken, gros. Et en fait, de base, c'était la communauté Call of Duty où on se cherchait sur le site. Et du coup, tu cherchais Gotaga, tu cherchais machin. Et mais attends, du coup, moi, je le streamais. Ouais, c'est moi. Incroyable. Je cherchais. Le divin enfant. Je pense que, voilà, on danse. Enfin, je pense qu'on en a pas mal vu déjà. Voilà, je pense que. C'est abject. On a l'idée un peu du truc. Mais c'est vrai que ça a été pas mal de remise en question aussi pour savoir est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est ce que j'ai envie d'être? Tu vois, est-ce que c'est ce que je veux représenter, même montrer comme image? Moi, je t'ai découvert sur Énergie. Ouais. Et ça aussi, j'imagine que quand on te propose de ça, alors que t'es déjà installé sur Twitch, tu vois, te dire qu'est-ce qui se passe, tu vois. Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas? Ça a été pression, ça. Est-ce qu'on va dire que je suis un vendu? Parce que ça part le live d'annonce quand tout le monde est en mode fuck énergie. Là, t'es c'est ce qu'on va faire. Non, je ne trahis pas Internet. Laissez-moi. Mais mais après ça a été. J'ai aussi la chance d'être accompagné, Zank, Hayley et Dwag dans l'aventure et tout. Donc, mais c'est vrai que ça a été des pressions, quoi. C'est pas un petit choix. Là, ça a été j'ai fait 2 ans de radio. J'avais l'émission. J'ai essayé de recoller après au streaming, etc. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu parfois peur parce que j'étais sur Bean aussi à l'époque, donc j'étais sur autre chose. Mais où est-ce qu'il a pas été ce mec-là? Il fait partie des 30% du groupe MC5. Racheté. Oh là là, bravo, coach. Mais non, mais du coup, c'est vrai que ça a été des choix et j'ai eu la chance que ça se transforme pas en échec. Et mais il y a des moments aussi où j'ai essayé de lisser le truc pour un vrai échec. Ça a peut-être été quand justement j'ai voulu à côté il y a 3 ans, 4 ans peut-être, lancer une boîte avec Théo, mon acolyte de toujours, Ecross, où du coup on a investi dedans à 100%. On s'est dit d'un point on est influenceur, on est streamer, etc. Le marché de l'influence, le truc se développe, sauf qu'il y a rien de fiable pour justement traquer tout ce qui est statistique, de chiffres, que ça soit Twitter, etc. Donc on a fait un outil en gros qui traquait tout, quoi, qui te permettait d'avoir des infos fiables et tout. On s'est dit putain, je suis Elon Musk. Vraiment, je suis Elon Musk. Ensuite il y a la réalité où tu gères quand même notre boîte plus la boîte à côté, où tu as quand même beaucoup de responsabilités, puis la réalité où tu te dis faut arrêter. En fait, mais ça t'a appris des choses en vrai. Ah ouais, j'ai perdu pas mal d'argent. mais c'était mais du coup en peu de temps, mais je pense que c'est aussi un peu lié à notre vie où on apprend parfois beaucoup de choses en très peu de temps et tu sais c'est il se passe beaucoup de choses, donc c'est compressé, quoi. Et du coup, t'as des grosses expériences en très peu de temps et c'est hyper intense. Surtout dans notre écosystème, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un milieu où les gens prennent, je trouve, moi personnellement, peu de vacances, tu vois, en général, etc. Parce que t'as ce côté Internet, c'est éphémère. Ça va vite. Hein. Et vraiment, il y a des fois où, tu sais, juste pour Noël ou n'importe quoi, tu pars une semaine et tu reviens. Mais c'est limite le game a changé, quoi. Tu dis mais c'est quoi ce truc là? Attends, t'es pas au courant que Fab a acheté c'est limite ça, quoi. T'as loupé un délire et tout va très très vite et faut se remettre à la page tout le temps, se réinventer tout le temps et c'est vrai que dans ce milieu c'est pas forcément on n'est pas à plaindre mais il faut une dynamique, quoi. Il y a une dynamique et il faut bombarder. Et du coup c'est tellement l'activité est tellement dense qu'au final enfin tu vois et des choix que je regrette, c'est plus des choix de vie, des choses qui ont eu des conséquences lourdes autour, quoi. Mais une fois que la carrière ou que t'as commencé à te lancer dedans, on va dire que quand tu te lances dans une carrière artistique, c'est un peu convenu que pendant 2-3 ans, en général, minimum, ça va être un peu la galère, la débrouille, mais t'es tellement passionné, tu découvres le truc, et t'es à fond, et tu comptes pas les échecs et les pâtes sans beurre que tu bouffes, quoi. C'est tellement bien à côté qu'à un moment, il faut mais ensuite, une fois que c'est lancé, tu peux avoir pas mal d'échecs ou de décisions relativement mauvaises sans que c'est de grosses conséquences, parce que quand tu streams 5-6 jours par semaine, il se passe 12 000 trucs. Et s'il y a un truc qui t'a miné le moral et qui t'a un peu pourri ta répute ou ton moral pendant une semaine, il y a 2-3 opportunités la semaine d'après qui rip-hop. C'est un monde qui va extrêmement vite. Là, maintenant, en plus, c'est très à la mode, Twitch, maintenant. Donc c'est maintenant, entre guillemets, à part si tu fais une énorme dinguerie qui vraiment te ruine ta carrière et te fait disparaître d'Internet. Bon, c'est toujours de l'XP, c'est bon à prendre. Mais c'est vrai que dans ce qu'on a fait, il y a eu des galères, mais elles nous amènent où on est aujourd'hui. Donc, il y a pas vraiment de trucs que tu regrettes vraiment, quoi. C'est bien de voir le côté rebond, etc. des différents parcours, justement, du moment où t'es tête sous l'eau et t'as pas le choix, tu dois remonter. Et c'est comment, justement, tout ça a été par le sport, par exemple, MV, de se dire, OK, il me faut quelque chose de positif pour relancer la machine. Et c'est aussi la réalité. Et c'est vrai que parfois, on parle justement que de réussite ou quoi. Comme tu dis, le moment où c'est clim sur clim, où juste t'es une semaine dans ton lit en mode, je vais crever. C'est-à-dire que j'en peux plus, quoi. Ouais, puis surtout, souvent, je discute
discute avec plein de gens qui lancent des projets et tout, et qui se disent au premier échec, tu sais, ils arrêtent en se disant c'est pas pour moi, quoi. Ouais. Et en fait, souvent, on a cette vision des gens qui réussissent en se disant, bah, tu vois, eux, il y a eu un boulevard qui s'est ouvert et ils ont tracé, ils ont fait allez, c'est parti, je vais vers la réussite. C'est un peu comme les analogies sur le talent. Ouais, mais eux, ils ont du talent. C'est ça, ou du réseau. Et moi, en vrai, tu vois, j'avais aucun réseau, je connaissais personne, j'ai eu 1000 échecs et tout, mais en fait, je me rends compte, et en ayant rencontré même des gens que je surkiffais et qui étaient pour moi le symbole de la réussite, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des gens qui avaient eu 1000 échecs. Oui. Mais la diff qu'il y avait eu avec d'autres gens, c'est comment ils avaient rebondi aux échecs, en fait. Face à ce truc-là, tu vois, quelles décisions ils avaient prises derrière, etc. Ouais, par quelle dynamique. Et bon, après, comme on dit, il y a toujours le côté chance, saisir l'opportunité. Ouais, il y a du réseautage, il y a de la chance, mais qui est obligatoire, quoi. Nos premiers lives, on était cringe. Oui, c'est ça. On a pu le voir. Quelle émission Feeling entre potes avec toutes ces histoires de fous. Force à vous d'être là où vous êtes. Écoute, merci beaucoup, Néo. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre, parce que c'est clair que c'est grâce à vous tout ça.